Les porte-conteneurs sont les fers de lance de la mondialisation. Ils transportent 90% de tout ce que nous consommons. C'est le réseau sanguin de l'économie mondiale. Sans eux, pas de frigo, de pneus ou de téléphone portable fabriqués pour pas cher en Asie. Mais le prix à payer est exorbitant. Même si effectivement ils polluent, à l'heure actuelle on ne peut pas se passer de ces cargos géants. Ni de leurs boîtes métalliques qui ont métamorphosé le commerce mondial. Les conteneurs sont la véritable révolution du transport maritime mondial. L'industrie maritime a mis le monde en boîte. C'est donc l'économie mondiale qui est menacée lorsque ces navires sont pris pour cible. Ils sont vulnérables aux crises géopolitiques, pris d'assaut par les trafiquants de drogue, sans parler des accidents et des naufrages. Selon les données disponibles en 2023, 171 navires marchands ont coulé sur toutes les mers du globe. Est-ce que l'industrie maritime est vraiment sûre selon vous? Notre industrie est aussi sûre qu'elle peut l'être. Pour comprendre comment fonctionne cette industrie, nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de suivre l'Odyssée à travers la planète de l'un des plus grands porte-conteneurs du monde, le Mérité Maersk. À tribord, nous avons Singapour. Christian, le capitaine, mais aussi des marins comme Camille, ont enregistré pour nous des carnets de bord. Il va falloir aller bosser. Ils dévoilent les coulisses d'une industrie peu transparente qui impacte chaque jour nos vies quotidiennes. En Corée du Sud comme ailleurs, la mondialisation est une affaire maritime. Près du grand port de Busan, les usines tournent à plein régime pour livrer à temps leurs produits vers l'Europe. Pour le groupe Kumho, l'aventure commence à la force du poignet. Ces pneus s'apprête à faire un long voyage. Direction les Pays-Bas. Tous les jours, on remplit 16 à 18 conteneurs. En moyenne, ils contiennent entre 700 et 800 pneus. Les mots me manquent pour exprimer à quel point le transport maritime est crucial. Alors que ces conteneurs se remplissent, le géant des mers qui va les transporter s'annonce dans le port de Busan. Le Mérité appartient à Maersk, le deuxième armateur mondial. Le groupe danois a accepté que nos caméras montent à bord lors d'un voyage à travers la planète. Ce monstre d'acier mesure près de 400 mètres de long, 60 mètres de haut, plus grand que la Tour Eiffel, l'égal de l'Empire State Building à New York. Un gigantisme qui lui permet d'empiler jusqu'à 18 000 conteneurs. L'essentiel de nos échanges passe par la mer. C'est 90% en volume, 80% en valeur. Pourquoi c'est un peu moins en valeur? Parce que des produits de luxe, par exemple, vont plutôt prendre la voie aérienne. On ne peut pas exporter les pneus par avion. C'est trop cher. Chaque conteneur pour l'Europe nous coûte environ 5 000 $. Sans les cargos, la production de cette entreprise, comme bien d'autres,
ne passerait jamais les frontières. Notre objectif est d'augmenter les ventes de 10% l'année prochaine. À l'avenir, notre entreprise va exporter davantage de pneus. Le transport maritime est donc très important pour nous. Quand on évoque l'émergence du capitalisme, on pense généralement à l'agriculture et au commerce de ces produits. Mais en réalité, le capitalisme est un système d'abord tourné vers la mer, qui permet l'intégration des marchés mondiaux et l'extraction de matières premières. Une fois rempli, le conteneur est mis sous scellé à l'usine. Personne ne pourra y accéder jusqu'à sa livraison. Difficile d'imaginer que derrière cette simple boîte métallique se cache une logistique qui mobilise des milliers de personnes à travers le monde. À commencer par les marins du Mérété, sur lequel nos pneus sont embarqués. Bonjour à tous. Je suis Camille Durban, un marin ordinaire à bord du Mérété Maersk. Originaire des Philippines, Camille a 27 ans. Nous lui avons confié une caméra afin qu'elle filme son quotidien. Chaque fois que je passe à côté d'un bloc de conteneurs, je vérifie si la grue est en mouvement. Je dois faire attention pour éviter un accident. Voici à quoi ressemble l'intérieur d'une soute où les conteneurs sont stockés. La grue décharge un conteneur, regardez. Le Mérété a beau être un colosse des mers, il n'y a que 23 membres d'équipage, dont 3 femmes. Alors les marins sont obligés d'avoir un œil sur tout, y compris sur d'éventuels passagers clandestins. Les barrières anti-rats, c'est ça? Ouais, ça empêche les souris ou les rats de monter à bord. Regardez, la barrière n'est pas sur la corde. Donc je vais la remettre en place. Voilà. Il y a une tâche que l'équipage ne peut pas accomplir. La plus importante peut-être. Elle est réservée à ces hommes, les latchers. Ils ont la lourde responsabilité d'attacher les conteneurs les uns aux autres sur 11 niveaux. L'opération est réalisée en à peine 2 heures de temps. Et le temps, c'est ce qui compte le plus pour le capitaine du Mérété. Depuis la passerelle, Christian Blaberg, un Danois de 48 ans, supervise le chargement de son navire. C'est ça le commerce mondial. C'est la manière la plus efficace de charger un navire, tout en faisant en sorte que le fret soit bien réparti, d'un bout à l'autre de la coque. Nous ne restons à quai pas plus de 24 à 36 heures, alors que nous manipulons 3 à 5 000 conteneurs par escale. Tout est planifié. Dans la course à la rentabilité, chaque minute est importante. Tracté par des remorqueurs, le Mérété met le cap à l'ouest. Son périple doit durer 6 semaines, avec plusieurs escales. 22 000 km sur la voie maritime la plus empruntée au monde. De la Corée à la Chine, à travers l'océan Indien,
la mer Rouge, le canal de Suez, puis la Méditerranée, l'Atlantique et enfin la mer du Nord jusqu'à Rotterdam. L'autoroute Est-Ouest est une voie maritime capitale. C'est comme un bus. Vous mettez vos produits dessus et il les déplace au prochain arrêt. Un navire, par nature, est un entrepôt flottant, un entrepôt mobile. Et les industriels le savent. Ils sont donc capables de planifier leur production en fonction de la disponibilité de ces entrepôts. Et si la demande augmente, il y a deux possibilités. Avoir plus de navires ou bien en construire des plus grands pour transporter plus de marchandises. Dans une économie globalisée qui ne jure que par la croissance, ces géants des mers sont opérés par des marins qui travaillent dans des conditions difficiles. Bonjour tout le monde. Nous sommes au milieu de l'océan. Nous nous dirigeons vers le port de Ningbo en Chine. Vous pouvez voir le temps aujourd'hui, il ne fait pas très beau. 48 heures après son départ, le Méréthée a essuyé un peu de houle. Camille doit s'assurer que les conteneurs n'ont pas bougé. Dans cette position, le loquet est verrouillé. Si je fais ça, il est déverrouillé. Donc, je le remets à sa place. Il faut aussi vérifier les ancrages en haut. Et je teste la tension des tiges. Ok, c'est bon. Celui-là, c'est bon. J'ai choisi ce travail parce que c'était mon rêve depuis le lycée. Au départ, je voulais voyager. C'était ma priorité. Maintenant, cela a un peu changé. Ma priorité, c'est de gagner de l'argent. Par mois, je me fais $1000. Soit 900 € par mois, nourrie et blanchie. Le double de ce qu'elle pourrait gagner aux Philippines. En contrepartie, Camille travaille 6 jours sur 7. « 8 à 10 heures par jour. Un marin comme Camille, c'est surtout un agent de maintenance. Toutes ses journées et parfois ses nuits sont rythmées par l'entretien des ponts et de la machinerie. Ce soir, il est 21h51. Nous avons fini la première couche de peinture. Je suis tellement fatiguée. J'ai tellement sommeil. La majeure partie des marins vient d'Asie, des Philippines, d'Inde ou du Sri Lanka. Une main-d'œuvre pas chère, délocalisée. Ce sont les petites mains invisibles de la mondialisation. Les marins ordinaires sont toujours les moins bien payés. L'industrie maritime fournit 90% des besoins de la planète. Et peut-être un peu plus. C'est le secteur industriel le plus important de l'économie mondiale. Et la main-d'œuvre utilisée est la classe ouvrière la plus pauvre du monde. Au niveau mondial, il existe un salaire minimum pour les marins. Nous sommes la seule industrie au monde à disposer d'un tel système. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, c'est quelque chose comme $6,25 par heure ? Par jour. Mais c'est fondé sur les besoins des économies en développement. $6 par jour, ce n'est pas beaucoup, non ? Mais si vous êtes originaire des Philippines ou d'un autre pays en développement, ça l'est.
Pour les armateurs, l'équipage est considéré comme un coût qui peut être réduit. Être marin, cela reste un travail précaire. Pour la plupart, ils ont des contrats à temps partiel. Quand ils sont à bord, ils sont couverts par une assurance maladie. Mais quand ils ne travaillent pas, ils ne sont plus protégés. Marin n'est pas seulement l'un des métiers les moins bien payés au monde. C'est aussi l'un des plus dangereux. En 2023, 171 navires de commerce ont fait naufrage. Parmi eux, 7 porte-conteneurs. C'est un travail dangereux. Malheureusement, les naufrages sont fréquents. En général, cela arrive à cause du mauvais temps ou d'une erreur humaine. Par conséquent, il y a beaucoup de marins qui meurent au travail. Cela a toujours été l'un des métiers les plus périlleux. En Grande-Bretagne, à la fin du 19e siècle, une étude avait démontré que le métier de marin était le plus mortel. Au 21e siècle, cela n'a pas changé. Selon les données disponibles en 2023, 171 navires marchands ont coulé sur toutes les mers du globe. Un naufrage quasiment tous les 2 jours, ce n'est pas un épiphénomène, c'est considérable. Évidemment, il s'agit d'une industrie dangereuse pour les marins. Est-ce que l'industrie maritime est vraiment sûre selon vous? Notre industrie est aussi sûre qu'elle peut l'être, mais nous ne pouvons nous reposer sur nos lauriers. En 15 ans, le nombre de porte-conteneurs a doublé. Leur taille a augmenté. Alors, à la moindre erreur, les accidents sont spectaculaires, comme ce 16 mars 2024 en Turquie. À cause de son inertie, impossible de stopper un bateau de cette taille, en à peine quelques centaines de mètres. Dix jours plus tard aux États-Unis, un porte-conteneur percute le pont de Baltimore. Les armateurs ont obligation d'organiser des exercices de sécurité et de sauvetage en mer. Sur le Mer-été, ils ont lieu plusieurs fois par voyage. Before that, we'll check all the lights. Searchlight, cabin light, position light, compass. Malgré la difficulté du métier, les conditions de vie des marins se sont un peu améliorées. La piscine d'eau de mer n'est pas olympique, mais elle est la bienvenue dès qu'il fait chaud. Nous sommes au milieu de la mer de Chine. Et je vous présente Stan le boss. Il fait rôtir un cochon de lait. Parce qu'aujourd'hui, nous organisons un barbecue. C'est bon? Ouais. De la bonne viande, mais attention à bord, seules des boissons sans alcool sont autorisées. Ce qui n'empêche pas certains de profiter de la fête. Dans mon pays, je ne pourrais pas trouver un meilleur job. Donc cette vie en mer vaut tous les sacrifices. Je ramasse l'argent et ensuite, je profite de ma famille. Christo Botos est second officier.
10 ans que ce jeune Sud-Africain parcourt la planète. Il alterne entre 3 mois en mer et 2 mois à la maison. J'avais une vie très simple jusqu'à ce que je devienne père. Depuis, c'est devenu très difficile d'être loin de ma fille pendant 3 mois d'affilée. À bord, je me sens parfois seul. Alors j'essaie de me mêler à l'équipage, d'avoir une vie sociale. Mais en fait, tu t'y habitues. C'est le boulot, non? Là, c'est Neville et l'ingénieur en second qui joue contre June et notre second officier. Bonsoir tout le monde. Nous sommes obligés de jeter l'ancre ce soir en plein milieu de la mer de Chine orientale. Pour sa première escale, le Méréthée a raté son créneau d'arrivée dans le port de Ningbo. Il va devoir jeter l'ancre. Mais avec une chaîne de plusieurs dizaines de tonnes, c'est une opération périlleuse. Ok, verrouille la chaîne. J'ai vraiment peur. C'est tout, merci, à demain. Au petit matin, le Méréthée a enfin l'autorisation de rentrer dans le port de Ningbo. Sur cette autoroute de la mer, l'usine du monde est une étape cruciale. Mais depuis l'épidémie de Covid, la Chine s'est refermée sur elle-même. Et filmer des infrastructures sensibles est devenu impossible. Camille et Christo vont donc s'en charger pour nous. À Ningbo, comme dans tous les ports du monde, les remorqueurs aident le bateau à manœuvrer. Et un pilote monte à bord, car il est le seul à connaître le chenal. Là, je vais accueillir le pilote. Il est en approche. La pilotine est en place. Nous tournons un documentaire sur le navire. Ça vous va si je vous filme? C'est d'accord. Les officiers chinois n'ont pas l'air emballés. C'est pour la télé chinoise ou seulement pour vous? Non, c'est pour moi. Et pour le documentaire. Ok. Donc là, ce sont nos pilotes. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Depuis quand êtes-vous pilote sur le port de Ningbo? Moi, ça fait 20 ans. 20 ans, ça fait beaucoup, hein? Et vous? 2 ans. Le capitaine du Méréthée est bien sûr à leur côté. Quoi qu'il arrive, c'est lui qui est responsable de la manœuvre. Si ses homologues connaissent parfaitement le port, lui connaît parfaitement son navire, qu'il dirige du bout des doigts. Nous dirigeons le navire avec cette barre. On l'utilise uniquement quand on ne peut pas faire confiance au pilote automatique. Autrement, on utilise ce joystick. Il est relié à la carte électronique. Donc pour faire tourner le bateau de 10 degrés, eh bien on appuie 10 fois. Et le navire change son cap de 10 degrés à tribord. C'est exactement comme dans un jeu vidéo. Avec 35 millions de conteneurs gérés chaque année, Ningbo est le 3e port mondial. Parmi les 10 premiers ports au monde, la Chine en possède 7. Dans ce classement, le premier port européen, Rotterdam, arrive bon dernier.
Après avoir embarqué une partie de sa cargaison, le Méréthé est attendu à Shanghai, 300 km plus au nord. La métropole dispose des premières infrastructures portuaires au monde et gère 45 millions de conteneurs chaque année. Le port de Shanghai, en Chine, c'est un port où tout va très vite. Beaucoup de camions. C'est pas comme à Ningbo. Les grues n'attendent pas les conteneurs. Regardez, ils sont déjà prêts à embarquer. Le commerce maritime est en pleine expansion. Il a doublé de volume au cours des 15 dernières années et devrait encore doubler dans les 15 ans qui viennent. Mais ce commerce est très sensible aux crises géopolitiques. Si la Chine met ses menaces à exécution et envahit Taïwan, le détroit serait bloqué. Toute l'économie mondiale serait menacée. La Chine est actuellement l'usine du monde. Si la Chine tente une opération sur Taïwan, il est clair que le commerce avec la Chine serait interrompu. Et donc, pour fabriquer nos automobiles, nos smartphones, nos ordinateurs, etc., là, l'économie serait touchée. Mais alors l'économie chinoise aussi, parce que c'est interdépendant, ces affaires-là. Si vous prenez en compte le nord-est de l'Asie, toutes ces économies sont complètement intégrées. Si la Chine devait envahir Taïwan, cela créerait d'importantes tensions dans la région qui auraient des conséquences désastreuses pour les exportateurs chinois. À coup sûr, des voix en Chine s'élèveraient pour éviter tout conflit. Commerce oblige, la menace ne semble donc pas imminente. Mais si jamais la situation devait déraper, le capitaine du Méréthé, qui transporte des centaines de millions de dollars de produits asiatiques, comme nos pneus coréens, aurait une solution. Nous voyons les forces navales chinoises dans le détroit de Taïwan. Mais on ne se sent pas en danger. Enfin, pas encore. Que se passerait-il si le détroit était bloqué? Cela ne ferait pas une grande différence. Nous aurions quoi? 160, 250 km en plus pour contourner l'île de Taïwan? Cela ne nous affecterait pas tant que ça. Mais ce jour-là, le capitaine s'inquiète d'une autre crise régionale. La guerre entre Israël et le Hamas. Si loin du Méréthé. Et pourtant, elle risque d'impacter son trajet. Car pour arriver en Europe au plus vite, le navire doit passer par le détroit de Bab el-Mandeb, entre la Somalie et le Yémen, avant d'entrer dans le canal de Suez, comme 20 000 cargos chaque année. Or, depuis le Yémen, la rébellion houthi, alliée du Hamas, s'est invitée dans le conflit. Et l'une de leurs attaques contre un cargo comme celui-ci va bouleverser le commerce mondial. L'assaut filmé par les Houthis eux-mêmes est dirigé contre un navire lié à un homme d'affaires israélien. Leur message est clair, dénoncer la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Le cargo est vide, mais en s'emparant du navire, les Houthis menacent directement tous les acteurs du commerce mondial. Cet épisode, il est assez hors norme par les moyens mis en œuvre. Mais il faut se souvenir qu'on a eu une piraterie très importante dans la même zone, hein, au large des côtes somaliennes, dans les années 2010, qui a nécessité d'ailleurs la mobilisation de moyens de marine quasiment du monde entier. Donc ça montre bien d'ailleurs l'importance du transport maritime et que tout le monde est concerné. Les pirates somaliens montaient à l'abordage avec de petits hors-bords. Sur les navires,
des agents de sécurité étaient autorisés à riposter. Les Houthis, eux, disposent de moyens militaires plus importants, comme des drones ou ces missiles à courte et moyenne portée qu'ils mettent en avant dans leurs images de propagande. C'est ce type de missile qui est parfois utilisé pour attaquer les navires de commerce. Les navires ont toujours été menacés par les pirates. Mais les Houthis, cela ressemble davantage à du terrorisme. Ils veulent frapper, faire mal, et peut-être perturber le commerce mondial. Pour l'instant, nos instructions sont de suivre la route normale, à travers la mer Rouge et le canal de Suez. Mais nous devons nous préparer à changer de cap pour passer par l'Afrique du Sud, si la situation s'aggrave encore. Le Galaxy Leader est toujours entre les mains des Houthis. Pour éviter pareille situation, le capitaine pourrait modifier son itinéraire. Cela veut dire des jours de mer en plus et des centaines de tonnes de carburant supplémentaires à embarquer. Le navire s'approche de sa dernière escale en Malaisie. Alors le capitaine doit rapidement prendre une décision. Il consulte Yuri, son chef mécanicien. Je crois que nous devrions demander davantage de fuel lourd, au cas où. En général, à bord, nous essayons de gagner du poids pour avoir un navire plus léger. Nous ne naviguons jamais avec les réservoirs pleins. Le navire consomme 80 000 $ de fuel par jour. C'est un problème parce que c'est cher. Nous essayons toujours de faire des économies de fuel pour ne pas avoir plus de 75% de carburant dans nos réservoirs. Mais on en consomme 100 à 150 tonnes par jour. C'est énorme. Mais avant d'affronter la situation qui empire en mer Rouge, le Méréthée doit déjà franchir le détroit de Singapour. Singapour est un ancien repère de pirates, devenu l'un des principaux goulets d'étranglement du commerce mondial. L'attente devant le port est telle que les risques de collision sont permanents. Le détroit de Singapour est l'une des zones les plus congestionnées au monde. C'est la plus empruntée. Ici, il y a environ un incident maritime par jour, soit plus de 300 par an. Regardez, là vous avez un pétrolier chinois, il est chargé à ras-bord. Pour répondre à cette saturation, de nouvelles infrastructures portuaires ont été construites, non loin de là, en Malaisie. C'est à Tanjung Pelepas que le Méréthée accoste en pleine nuit. Sur le quai de 5 km de long, 300 000 conteneurs arrivés de toute l'Asie. Ces boîtes multicolores sont la principale révolution du transport maritime. C'est vraiment un paradoxe. Nous sommes capables d'envoyer un homme sur la Lune, de fabriquer des choses super sophistiquées, mais en réalité, cette simple boîte en acier est probablement l'une des 10 inventions les plus importantes de toute l'humanité. Cela a complètement bouleversé nos vies dans une proportion inimaginable. Ce caisson métallique hermétique est né aux États-Unis pendant les 30 Glorieuses. Jusqu'alors, les marchandises étaient chargées en vrac sur les cargos. Un travail long, avec pas mal de casse.
C'est un transporteur routier de Floride, Malcolm McLean, qui va changer la face du commerce. En 1956, il fait mettre les marchandises dans des remorques de camions et décide de les standardiser pour faciliter leur chargement. The vans are scientifically and snugly packed, so goods can't shift or break loose, either when being loaded or during the ocean voyage. Héritage de l'Empire maritime britannique, un conteneur de base se mesure en pieds. 20 pieds, soit un peu plus de 6 mètres de long et près de 2,5 mètres de large. À travers le monde, il en circule en permanence plus de 65 millions. Mis bout à bout, cela représente une distance supérieure à celle de la Terre à la Lune. Ce que le conteneur nous dit de l'économie mondiale, c'est la recherche du volume pour un maximum de profit. Le conteneur est juste là pour améliorer la performance. Ça abaisse de façon massive le prix du transport maritime. Donc c'est grâce aux conteneurs et aux porte-conteneurs que vous avez tout d'un coup cette possibilité d'aller produire ailleurs. On est rentré dans un monde qu'on peut appeler l'économie du Lego. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous construisez une voiture, par exemple, si on prend la Porsche Cayenne, elle est assemblée en Allemagne, mais 90% de ses composants sont importés du monde entier. Même dans l'alimentation, si vous prenez une sauce tomate qu'on consomme dans nos pays, les tomates, bien souvent, vont être récoltées en Europe, mais elles vont être envoyées en Chine pour être transformées en conserves, et ces conserves vont ensuite retourner en Europe. Si le transport maritime n'avait pas un coût aussi faible, ça n'aurait aucun intérêt. L'autre grand défi de la globalisation, c'est la maîtrise de la logistique. Dans ce puzzle géant, comment font les dockers pour s'y retrouver? Décharger les conteneurs et les recharger sur le bon bateau, sans se tromper en un temps record. Voici l'un des chefs d'orchestre de ce ballet de câbles et d'acier. Le navire doit rester à quai environ 20 à 24 heures. On doit charger et décharger environ 6000 conteneurs. Et pour ça, il y a 11 grues qui s'occupent du Mérété. Rien de tout cela ne serait possible sans ces opérateurs qui scrutent chaque déplacement de conteneurs en temps réel. Bonjour Adnan, comment allez-vous? Bonjour, comment ça va? Le Mérété est à quai. Oui, tout à fait. Laisse-moi vérifier. Nous sommes en train de décharger 2900 conteneurs du navire. Ils vont être redistribués vers 5 zones de départ. Donc, si je comprends bien, ils partent pour 50 destinations différentes sur plus de 10 nouveaux navires. Il y en a beaucoup plus. Nous avons 15 ou 20 navires en correspondance. Les navires, comme les avions, doivent arriver à l'heure. Et puis, ils ont chacun leur créneau pour partir à l'heure. Ici, par exemple, je peux voir où se trouve chaque conteneur et quelle grue le prend en charge. Chaque conteneur est répertorié avec une fiche détaillant son numéro, son emplacement et sa destination finale. Les opérateurs transmettent les informations aux grutiers qui achèvent les chargements ou les déchargements pour chacune des boîtes concernées. Est-ce qu'il vous arrive de perdre un conteneur? C'est pas possible, ça ne nous arrive jamais. Pour réussir un tel pari, il faut faire des sacrifices. Et comme souvent, c'est la nature qui trinque. En Malaisie, les 120 hectares de quais de Tanjung Pelepas ont été construits sur une mangrove, comme celle-ci. Les terminaux de Singapour ou de Shanghai ont été gagnés sur la mer. En Europe aussi, on grignote les côtes
comme ici en Allemagne, sur le port de Brême. Cette course au gigantisme a une limite, la taille des infrastructures historiques, comme le canal de Suez, percé au XIXe siècle pour relier la mer Méditerranée à la mer Rouge. Large de 210 mètres, il laisse très peu de marge de manœuvre aux géants des mers. Et à la moindre tempête de sable, cela peut être la catastrophe. En mars 2021, l'Evergreen, un porte-conteneur de 400 mètres de long, s'échoue en plein milieu du canal, bloquant tout le trafic pendant 6 jours. Cela a créé un embouteillage, interrompant la livraison des marchandises dans beaucoup de pays. Et il a fallu plusieurs mois à l'industrie maritime avant que tout ne rentre dans l'ordre et que le commerce ne reprenne autour du monde. Ces 6 petits jours de blocage ont entraîné une hausse mondiale du prix de l'essence et des pénuries dans certaines boutiques européennes. Les pertes financières sont estimées à plus de 10 milliards de dollars. Sur le pont du Méréthée, c'est le calme avant la tempête. Après la Malaisie, le navire fonce toujours en direction du canal de Suez. Mais la situation en mer Rouge se dégrade. Et ça inquiète le capitaine. Ce qui me préoccupe, c'est qu'il y aurait des mines artisanales flottantes. Mais ce qui m'inquiète le plus, ce sont les tirs de missiles ou de drones. Nous sommes une cible facile. Le navire est énorme et nous transportons des marchandises dangereuses. Un tir contre nous pourrait avoir des conséquences désastreuses. On board an oil tanker today after it was struck by a Houthi missile off the coast of Yemen. 3 people have been killed in a Houthi missile strike on a commercial vessel in the Gulf of Aden. Les marins de ce navire doivent leur vie à l'intervention de la marine indienne. Et ces militaires ne sont pas là par hasard. Lorsque le commerce mondial est menacé, de nombreux pays arrivent à la rescousse. Italie, Danemark, Allemagne. Quand les Américains bombardent les bases outils au Yémen, la frégate Languedoc de la marine française poursuit les drones ennemis. Zéro là-bas. On rend compte si on l'a à l'optique le drone là. 4000 mètres. Distance 2 nautiques 3 le drone. C'est bon, je parle pas d'ouverture. Si ce drone est abattu, c'est bon, moteur arrêté. Beaucoup passent entre les mailles du filet. C'est une situation inacceptable, parce que le transport maritime n'a rien à voir avec les crises géopolitiques. Nous venons en soutien des activités humaines. Et là, notre industrie est prise en otage. Les armateurs veulent se croire immunes aux tensions géopolitiques. Mais ils ne prennent aucun risque avec leur cargaison. Les navires de Maersk ont essuyé eux aussi plusieurs tirs de missiles. Alors au 19e jour du voyage, le capitaine du Méréthée reçoit de nouvelles instructions. Depuis les derniers événements en mer Rouge et les attaques contre les navires de Maersk, la compagnie a décidé de dévier notre route et de passer par le cap de Bonne-Espérance. Cela veut dire qu'il nous reste environ 21 850 km jusqu'à Rotterdam. On va donc avoir une semaine de retard par rapport au calendrier prévu. C'est un coup dur pour le capitaine.
car le détour par le cap de Bonne-Espérance ajoute 11 000 km de mer et un surcoût pour l'armateur d'1 demi-million de dollars. Aujourd'hui, en raison des attaques Houthis, mais également le détour par le cap de Bonne-Espérance, le coût du transport maritime a augmenté. Le prix des assurances a lui aussi augmenté. Le détour africain du Mérété n'augmente pas seulement les coûts et les délais, il aggrave aussi son bilan carbone. Le navire consommera ainsi plus de 1000 tonnes de fioul lourd supplémentaires, soit 20% de CO2 en plus rejeté dans l'atmosphère. Le Mérété est en fait l'un des navires les plus polluants au monde. Il y a un énorme impact d'émissions atmosphériques liées à des navires comme le Mérété qui fait justement ce tour du monde pour amener jusqu'à nous des produits manufacturés. Au plan international, la navigation va avoir différents impacts. On va avoir du carbone, CO2, très classique. On est à peu près à 3% des émissions atmosphériques mondiales. Et puis, il peut y avoir d'autres gaz un peu moins connus qui sont des émissions de sulfure qui ont, elles, un impact en plus sanitaire. Et puis également l'azote. Maersk rejette par an plus de 30 millions de tonnes de CO2. C'est plus que toutes les émissions du Danemark, où nous nous trouvons. Oui, nous faisons partie du problème. On va avoir de plus en plus d'émissions liées à ce transport maritime, surtout si on ne fait rien, ni en termes de législation, ni en termes de réduction de cette empreinte par les armateurs. Prenons l'exemple d'une tonne de marchandises transportée sur 1 kilomètre par un porte-conteneur. Elle émet 6 grammes de CO2. Si vous comparez avec un camion diesel, celui-ci rejette 50, 100 et parfois 200 fois plus de CO2. Donc un porte-conteneur est plutôt très efficace pour acheminer des marchandises. Pendant longtemps, l'industrie maritime a été épargnée des discussions sur le réchauffement climatique. L'aviation et le secteur automobile concentraient l'attention. Mais aujourd'hui, le transport maritime devient une cible pour ceux qui veulent une réglementation mondiale. C'est à Londres, au siège de l'Organisation maritime internationale, que ces questions sont débattues depuis plus de 10 ans. En 2023, ces pays membres décident de décarboner l'industrie maritime en établissant une feuille de route. Nous avons fixé 3 objectifs à l'industrie maritime. D'abord, réduire les émissions de CO2 de 20 à 30% avant 2030, puis de 70 à 80% d'ici à 2040, avant d'atteindre la décarbonation totale aux alentours de 2050, en prenant en compte la situation de chaque pays. L'industrie maritime sera-t-elle capable de respecter ces objectifs non contraignants ? À Copenhague, les ONG en doutent. Mais au siège du 2e armateur mondial, on affirme que la décarbonation est une priorité. La manière dont nous vivons se fait au détriment du climat. Et pour les générations futures, nous devons de régler ce problème. Chez Maersk, nous avons fait des choix très ambitieux. Nous voulons décarboner nos activités dès 2040. À partir d'aujourd'hui, nous ne construisons que des navires qui utilisent des carburants verts. Pour tenir ses engagements, le géant danois mise sur des bateaux hybrides, comme celui-ci, qui fonctionnent pour moitié au méthanol. Son premier navire doté de cette technologie a été lancé en grande pompe par la présidente de la Commission européenne. C'est un grand honneur pour moi d'être ici et de baptiser le premier porte-conteneur vert au monde. Un bateau qui fonctionne pour moitié au méthanol coûte 10 à 15% plus cher qu'un navire conventionnel. Mais nous pensons que c'est un investissement d'avenir. Le méthanol à échelle industrielle demeure un saut dans l'inconnu
Car pour faire fonctionner ces navires hybrides, il va falloir produire d'énormes quantités de carburant qui, pour l'instant, n'existent pas. Sur le Mérété, la traversée de l'océan Indien en direction du cap de Bonne-Espérance a commencé. Désormais, il n'y aura plus aucune escale jusqu'à Rotterdam. Alors, sur leur temps de pause, les marins s'occupent comme ils le peuvent. À bord, les enjeux climatiques ne sont pas forcément une priorité. Mais tous les gestes comptent, en tout cas pour Camille. Bonjour. Aujourd'hui, notre boulot, c'est de transférer les ordures vers la cale. Voilà le local à poubelle. Avec ABGV. Dis bonjour. Voilà comment on trie et compacte les déchets à bord. Vous voyez, il y a des poubelles spécifiques pour le plastique, le verre, le métal et là, les déchets alimentaires. Comment t'appelles ça? C'est un compacteur de carton. Voilà ce que c'est le boulot d'un simple marin de 4 à 8 heures du matin. Oh, au fait, je suis célibataire. C'est génial! Donc si vous êtes intéressé, contactez GV de Mérété Merckx. En s'éloignant de la mer Rouge, le Mérété a évité les drones, les mines et les pirates. Mais c'est sans doute pour conjurer des peurs immémoriales que les vieux rituels ont la peau dure. Détourné de son trajet, le navire vient de franchir l'équateur. C'est la première fois pour Camille et 3 autres membres de l'équipage. Ils subissent ce que l'on appelle le baptême de la ligne. Présentés à Poséidon, le dieu de la mer, les marins plongent dans la piscine, comme dans l'eau baptismale. Salut à tous! On est toujours en plein milieu de l'océan Indien, proche des côtes de l'Afrique du Sud. Nous arrivons au sud du cap de Bonne-Espérance. Ça représente à peu près la moitié du voyage. Nous avons déjà parcouru 10 000 km et il nous en reste 11 850. Comme vous pouvez le voir sur la carte, nous sommes là. Il y a beaucoup de navires autour de nous. Ce sont tous des bateaux commerciaux qui ont dévié leur route pour passer par l'Afrique du Sud. Tous les navires qui croisent avec le porte-conteneurs dépendent d'un pavillon. Si le Mérété est enregistré au Danemark, son pays d'origine, l'armateur utilise aussi des pavillons de complaisance. Sorte de petits paradis fiscaux, ces pavillons représentent aujourd'hui plus de 70% de la flotte mondiale. Un pavillon de complaisance, ça consiste à acheter les règles qui s'appliquent aux navires. Et il y a des pays qui sont spécialistes.
Vous choisissez celui que vous voulez et vous pouvez changer de pavillon du jour au lendemain. Il suffit de payer. On parle du Panama, on parle du Liberia ou de petites îles telles Palau. Et ces petits États sont devenus aussi influents que les grands pays maritimes, notamment auprès de l'Organisation maritime internationale. Ils y mènent un lobbying intense, surtout lorsqu'il s'agit de freiner les avancées sur le climat ou les conditions de travail. D'ailleurs, l'OMI présidée par ce diplomate panaméen ne reconnaît pas le terme de pavillon de complaisance. Pour nous, ces pays ne sont pas des pavillons de complaisance. L'OMI ne reconnaît pas ce terme. Nous parlons de registre de libre immatriculation. Chaque pays peut ainsi nous apporter son expertise et son expérience. Quand je vous écoute, j'entends un diplomate de conviction, mais j'entends aussi surtout la voix de l'industrie. Je parle au nom de tous les États membres et de tous les acteurs du secteur. Mon rôle est de diriger cette industrie, cette organisation, d'une manière positive, pas seulement pour les défendre, mais également pour essayer de faire avancer les choses. Quand les intérêts politiques et industriels se mêlent, les armateurs utilisent tous les leviers pour augmenter leur rentabilité. Pour s'adapter à la demande du marché, toutes les compagnies maritimes louent une grande partie de leurs navires. Pour Maersk, c'est la moitié de sa flotte. Et justement, c'est l'un de ces navires affrétés qui va faire la une de la presse mondiale. We're interrupting our programming to bring you breaking news. There has been a bridge collapse at Baltimore, Maryland, and fire officials say people fell into the water. Now, that cargo ship is registered to Singapore. That's all we know about it at this stage. It was pulling out of the harbor, leaving port, when for some reason it wasn't able to maneuver correctly, and it hit one of those pylons. L'accident du Dali est dû à une panne électrique généralisée. Il a fait 6 victimes et causé plus d'1 milliard de dollars de dégâts. Maersk n'est propriétaire ni du navire, ni de l'équipage. Alors le deuxième armateur mondial ne sera sans doute jamais inquiété. C'est un terrible accident. Et vu les conséquences, cela nous a bouleversés. Quelle est votre responsabilité dans cet accident ? Je crois qu'il y aura de nombreux procès. Et j'imagine que la justice américaine déterminera les responsabilités. Mais en général, c'est le propriétaire du navire qui est responsable. Cet accident n'est qu'un petit accroc dans le fonctionnement d'une industrie dérégulée et très prospère. Grâce à un taux d'imposition d'à peine 2 à 3%, MSC, le premier armateur mondial, a engrangé en 2022 38 milliards de dollars de bénéfices. Maersk, numéro 2, a gagné 30 milliards. Le français CMA-CGM, numéro 3, près de 25 milliards de dollars. Maersk paye peu d'impôts depuis longtemps. Est-ce que cela explique votre succès ? Nous payons des impôts au même niveau que n'importe quelle autre compagnie maritime dans le monde. Pour nous, ce n'est pas un avantage. Nous ne pourrions pas être compétitifs si nous n'avions pas le même niveau de taxation que nos concurrents. Sur le Mérété, le temps se fait long pendant la lente remontée de l'Atlantique à 30 km/h. Depuis les côtes sud-africaines jusqu'aux îles Canaries et le détroit de Gibraltar. Bienvenue dans le golfe de Gascogne. Si on avait un plus petit bateau,
On serait déjà en train de tanguer à cause de ces énormes vagues. Mais pour nous, rien ne bouge, c'est juste une journée normale. Une journée plutôt froide. Si les pavillons de complaisance leur donnent beaucoup de liberté dans la plupart des mers du monde, quand ils arrivent au large des côtes européennes, les porte-conteneurs ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils sont soumis à des règles de sécurité et de pollution bien plus strictes qu'en haute mer. En rotation. Après décollage, le train, hop, les phares, les volets, hop, et les hélices. Au large des côtes françaises, les agents des douanes surveillent les cargos dans le rail d'Ouessant. Avec 44 000 navires par an, c'est le passage le plus fréquenté d'Europe. On parle d'une autoroute de la mer entre le Cap Finistère en Espagne et la pointe bretonne, la pointe de Brest. Il y a une autoroute donc avec un rail montant et un rail descendant. Et donc, on va survoler des bateaux de tout type qui sont susceptibles de polluer, avec du nettoyage de cubes, avec du fioul potentiellement dans leur sillage. Alors, l'apnée a l'air normale. Oui, assez blanche, assez claire. Donc on va aller voir le suivant et on remonte le rail. Alors, tu viens au secteur 045. Ah oui, d'accord. À droite. Afin de respecter les normes européennes de pollution, les cargos doivent appliquer des filtres à particules sur leur cheminée. Pour repérer les tricheurs, l'équipage scrute la couleur des fumées. Devant leur caméra, l'un des plus gros porte-conteneurs français, le Saint-Exupéry, de la CMA-CGM. C'est un gros porte-conteneur, un des plus gros, donc il fait 400 mètres de long pour 59 mètres de large. Il peut embarquer 1600 conteneurs à son bord. Il faut de la puissance, donc les moteurs tournent à plein régime. On voit des fumées blanches dans son sillage qui sont très marquées. On voit bien qu'il y a une empreinte qui n'est pas neutre en fait de ces bateaux dans le commerce international. La pollution atmosphérique est une chose, mais ce qui inquiète surtout les douaniers, c'est le vent. Le vent de la mer du Nord et ses tempêtes dévastatrices. Les cargos ont beau mesurer 400 mètres de long, ils ne sont parfois que des jouets dans des vagues de plusieurs mètres de haut. Quand la météo est mauvaise, cela peut mettre en danger le navire et sa cargaison. J'ai vécu un incident il y a 15 ans. Une énorme vague a frappé le côté de mon navire. Certains conteneurs empilés ont été endommagés et ils ont fini par s'effondrer à cause du poids. Nous avons perdu quelques conteneurs, 26 je crois. C'est sûrement ce qu'il s'est passé dans la nuit du 22 décembre 2023, au large de ces plages du Danemark. Nous sommes toujours sur la plage de Tranum, où plusieurs conteneurs se sont échoués. On ne sait pas trop ce qu'ils contiennent. Il y a beaucoup d'équipements médicaux, comme ces tubes en plastique. Et comme vous pouvez le voir sur la plage, il y en a partout. Du plastique, des vélos, des chaussures, des frigos, sur des kilomètres de plage. Toute cette marchandise provient du Mayview,
En pleine tempête, ce navire identique au Mérété perd 46 conteneurs. Et 5 d'entre eux arrivent sur ces plages. Cela m'a bouleversée de voir autant de déchets sur la plage. Il y avait quasiment de quoi équiper une maison. Pour moi, c'est un vrai désastre. Heureusement, de nombreux volontaires se sont mobilisés. Ils n'ont pas hésité à sacrifier leur réveillon de Noël. Les gens sont passés à l'action pour nettoyer. Les autorités danoises et Maersk mettent 36 heures avant de déclencher une grande opération de nettoyage. Nous avons pris cette affaire avec beaucoup de sérieux. Tout de suite, nous avons envoyé un navire de recherche au large de nos côtes. Et sur les 46 conteneurs perdus, nous en avons localisé 21 au fond de la mer. La zone de recherche était de 1000 km², mais nous n'avons pas pu trouver les autres conteneurs. Et c'est bien ce que redoutent les pêcheurs, comme Soren, Eric, Axel et Jon. Car 20 conteneurs sont toujours quelque part au fond de l'eau. Je suis inquiet, car ce genre d'accident n'est jamais arrivé dans cette zone. Je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Je pense que ça va devenir un problème. Parce que les containers vont s'ouvrir un jour. Pour éviter toute polémique, Maersk a indemnisé les pêcheurs de la région qui n'ont pas pu travailler pendant plusieurs semaines. L'armateur affirme aujourd'hui avoir repêché les 21 conteneurs identifiés. Mais 20 manquent toujours à l'appel. Ce qui est arrivé résume assez bien notre besoin toujours plus important de consommer. Cela n'a plus aucun sens. Malheureusement, d'autres conteneurs pollueront nos plages. Il n'y a aucun interdit. Alors évidemment, cela arrivera à nouveau. Les pertes de conteneurs sont l'une des conséquences écologiques les plus dramatiques du commerce maritime. Car tous ceux qui disparaissent en mer ne sont pas forcément signalés et repêchés, surtout dans les eaux internationales. Quand un accident survient près des côtes, dans les eaux territoriales d'un pays, les armateurs récupèrent en général les conteneurs. Mais si un accident arrive en haute mer, ils ne vont pas les chercher. Le coût des opérations de sauvetage serait bien trop élevé. À l'heure actuelle, il n'y a aucune donnée officielle des autorités, puisqu'il n'y a pas d'obligation de rapporter ces pertes au long cours. Il y a une estimation qui est d'une dizaine de milliers par an, avec un chiffre en progression. Devant l'ampleur du problème, les armateurs seront contraints à partir de janvier 2026 de déclarer le moindre conteneur qui tombe à l'eau, et quelles que soient les mers du globe. Bonjour à tous. Nous approchons du port de Rotterdam. Il fait froid ici. C'est pour ça que j'ai mis une grosse veste. Vous savez quoi? Ce port est très moderne. Regardez les camions qui portent les conteneurs. Il n'y a pas de chauffeur. Et le plus dingue, c'est qu'il n'y a jamais d'accident. Des camions sans pilote, mais aussi des grues. À Rotterdam, les robots sont là pour réduire toujours plus les coûts et augmenter les gains de productivité.
Du premier port européen, la majorité des conteneurs du Mérété part aux 4 coins du continent. Grâce à des bateaux plus petits dits nourrisseurs, mais aussi par la route, le rail ou encore les fleuves. Sauf que dans ces boîtes, les douaniers le savent, il n'y a souvent pas que des pneus, des vêtements ou bien des meubles. En juin 2024, la police allemande annonce une saisie record. 36 tonnes de cocaïne dissimulées dans des conteneurs, principalement sur les ports de Hambourg et de Rotterdam. Valeur marchande, 2,6 milliards d'euros. C'est sûr que la mondialisation a 2 facettes. Elle a sa facette officielle et puis sa facette un peu plus noire, plus occulte. On sait à peu près aujourd'hui que 90% de la cocaïne qui est produite en Amérique latine arrive en Europe par porte-conteneurs. Le trafic de drogue est un fléau qui inquiète l'industrie maritime. Surtout les armateurs qui doivent rendre des comptes. Alors nous avons mis en place des règles pour nous assurer que tout est fait pour limiter le trafic. Un porte-conteneur qui fait 24 000 boîtes, 24 000 conteneurs, il est évident que quand ce porte-conteneur arrive à son port, les douaniers ne vont pas pouvoir fouiller l'ensemble des 24 000 conteneurs. À Rotterdam, comme dans tous les ports du monde, seul 1% des conteneurs passent au rayon X. Le commerce international va tellement vite que toute opération de vérification, quel que soit le navire, ralentirait toute la chaîne d'approvisionnement. C'est donc aux acteurs du commerce mondial de déclarer en toute bonne foi ce que contiennent leurs conteneurs, comme nos pneus coréens. Après 49 jours de mer, c'est finalement dans le port de Brême que les pneus sont débarqués. Direction Mannheim, dans le centre de l'Allemagne. Une fois chez le client, le scellé est enfin coupé. En ce moment, les conteneurs arrivent en retard parce que les bateaux sont obligés de contourner l'Afrique. Les consommateurs et les grossistes vont devoir patienter, peut-être 2, 3 ou même 4 semaines. Ce sera en fonction du retard accumulé. Nous vivons dans une économie mondialisée, fondée sur la production et la consommation de produits peu chers, de la nourriture aux vêtements. Et aucune de ces industries ne réalise à quel point elles polluent pour produire. Nos modes de consommation doivent être plus responsables, mieux adaptés aux besoins réels des gens et non aux intérêts des multinationales. En attendant une révolution de nos modes de consommation, les marins du Mérété demeurent au service de la globalisation des échanges. D'ailleurs, le porte-conteneur géant a déjà mis le cap vers l'Asie. Camille fait ainsi le tour du monde. Mais faute de visa, elle ne voit rien des pays qu'elle effleure. La seule chose qui l'intéresse, c'est de réaliser ses rêves. Moi, dès que je serai officier, je pourrai m'offrir une ferme aux Philippines. Et là, je serai heureuse. Comme le Mérété, ils sont plus de 5800 porte-conteneurs à sillonner les mers du globe. Invisibles, mais incontournables. Géants et pourtant si fragiles, ils sont la face cachée du commerce mondial.